France Info. Il n'y a pas d'estimation officielle, mais des syndicats de Bercy évaluent à entre 80 et 100 milliards d'euros annuels l'ampleur de la fraude fiscale en France. Un observatoire vient d'ailleurs d'être créé pour avoir une idée plus précise, et c'est pour lutter contre ce que le ministre du Budget, Gérald Darmanin, appelle un coup de poignard au pacte républicain. Comme projet de loi est débattu en ce moment à l'Assemblée. Le texte est déjà passé au Sénat, mais là, les députés veulent notamment durcir un volet symboliquement fort, le fameux verrou de Bercy, qui veut que l'administration fiscale détienne le monopole de l'aménagement des poursuites des fraudeurs, et c'est de cela dont nous allons d'abord parler avec nos invités. Bonsoir Michel Tally. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de la législation fiscale au ministère des Finances à Bercy, autrement dit, auteur des coulisses de la politique fiscale publiée chez PUF. Et bonsoir Jacques Fabre. Bonsoir. Vous êtes administrateur de l'association Transparency International. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette loi, si elle va assez loin selon vous. D'abord, expliquez-nous, Michel Tally, ce verrou de Bercy. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit de deux choses. La première, c'est que le délit de fraude fiscale n'est pas traité comme tous les autres délits et il n'obéit pas à la même procédure. C'est-à-dire qu'il y a une procédure spécifique pour le délit de fraude fiscale qui est en fait très largement dans la main de l'administration fiscale et non pas des parquets, des procureurs et des juges d'instruction. Autrement dit, c'est pas juger parti, mais en tout cas, ça, on peut négocier, discuter, un arrangement. Ça, c'est le deuxième volet. C'est ça qui est... Le deuxième volet, c'est que non seulement la procédure est séparée, mais en plus, la façon de juger de l'opportunité des poursuites n'est plus livrée au parquet, mais c'est le ministre du Budget qui décide de poursuivre ou pas. Et c'est ça qui est reproché très souvent en disant que finalement, on peut décider de ne pas poursuivre certains et de poursuivre d'autres. Oui, de négocier, de discuter, que certains s'en tirent mieux que d'autres. Michel Tally, Jacques Fabre, on sait que tout ça, des associations, des ONG comme les vôtres, réclament depuis longtemps que ce verrou saute. Là, il est en train de sauter vraiment ? Il y a un aménagement assez important qui est prévu, effectivement. Ce qui nous souciait jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas de transparence, c'est-à-dire qu'on ne savait pas selon quels critères des dossiers étaient présentés à la justice ou pas. Maintenant, il y a des critères qui sont établis un peu plus importants, c'est-à-dire qu'en cas de fraude complexe, dans des montants dépassant 100 000 euros, la justice sera systématiquement saisie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la transparence d'une part, et d'autre part, l'assurance que tous les citoyens et toutes les entités sur le territoire national vont être traités de façon homogène. Et ça, c'est une vraie nouveauté parce qu'on se souvient qu'il y a eu plusieurs fois des projets de loi dans lesquels on disait ça y est, on a commencé à aller dans ce sens-là et puis c'était pas le cas. Là, vous avez des certitudes. Jusqu'à présent, ça n'avait pas bougé. Tandis que là, ça risque de bouger de façon assez significative. C'est un premier pas pour vous ou, sur cette question du verrou de Bercy, Moi, ça me paraît un pas important. Ce qui importe toujours, comme beaucoup de décisions gouvernementales, c'est de savoir ensuite quels seront les moyens mis en place pour que les sujets soient effectivement traités. Un des grands soucis des gens de Bercy, c'était effectivement que si la justice s'en occupait, ça allait prendre des années et des années, et à ce moment-là, l'efficacité en matière de collection fiscale allait s'effriter. Donc, ce qu'il faudra, c'est qu'effectivement, s'assurer qu'il y ait des moyens pour que le système marche. Michel Tally, c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on aura les moyens d'eux ? Je pense que ça dépend plus que de Bercy, c'est pas vraiment une question de moyens humains. Je veux dire, c'est pas des questions d'effectifs. La vraie question, c'est critères automatiques. Alors, on a parlé là, j'entends parler de montants, 100 000 euros, mais encore faudrait-il que ce soit une fraude. Or, le problème sur lequel tout le monde fait l'impasse, c'est qu'est-ce qu'une fraude et qu'est-ce qui n'est pas une fraude fiscale. C'est-à-dire que il y a des gens qui considèrent que optimisation et fraude, c'est la même chose, et on sait bien tous que non. C'est-à-dire que le fisc peut me réclamer plus de 100 000 euros sans pour autant que je sois en situation de fraude, mais nous sommes dans une situation où notre interprétation du droit n'est pas la même. Et donc, le critère automatique me laisse assez sceptique, parce qu'il restera de toute façon le point de savoir si c'est une fraude ou si ce n'est pas une. Question des paradis fiscaux, question de ce qu'on fait avec l'argent. Je prends un exemple tout bête. Vous avez une société dont vous estimez qu'elle est résidente belge. Et l'administration française estime qu'elle est résidente française. Parce que c'est une filiale d'un groupe français et qu'il y a des questions sur la façon dont elle est administrée, ce qu'est l'administration magique française. C'est une question d'appréciation. La fraude, ça suppose une intention de se soustraire à l'impôt, contrairement à la loi.
Bon, alors quand je fais un braquage de banque, je sais que je fais un braquage de banque. Mais quand moi j'estime que ma société est en Belgique, alors que la France estime qu'elle est en France, c'est pas très clair. Donc 100 000 euros ou pas 100 000 euros, c'est pas le sujet. C'est est-ce que c'est une fraude ou est-ce que c'est pas une fraude? Ça veut dire, Jacques Fabre, qu'on va se retrouver devant un débat qu'on a souvent posé, de l'optimisation versus la fraude, quoi. Là encore. Alors, on est bien d'accord que l'optimisation, ça existe et c'est légal. Ensuite, il y a une frontière qui est plus ou moins grise entre l'optimisation et la fraude. Mais quelque part, quand les gens de Bercy auront déterminé qu'ils sont dans une situation qu'ils considèrent comme la fraude, ils ne pourront pas raisonner de façon indépendante, mais ils devront saisir la justice. C'est là où la différence vient. Le problème de l'optimisation versus fraude, il existera toujours, de toute façon, quel que soit le système. Mais après, le problème, c'est de savoir qui prend la décision que M. Machin est vraiment en infraction et qu'il a besoin de passer devant la justice. Et en l'occurrence, ce serait la justice et non plus l'administration de Bercy. Vous restez tous les deux, on reprend la conversation dans 2 minutes. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros. Pour voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pour notre appart, au début, mes parents, ça les stressait d'acheter du neuf. Les imprévus pas prévus. La grosse tempête qui retarde la livraison. Avec Vinci Immobilier for You, vous êtes dédommagé en cas de retard, même s'il est dû à une intempérie. Pour acheter dans le neuf en toute sérénité, Vinci Immobilier for You. Vinci Immobilier pour vous. Détails et conditions de l'indemnité versée en cas de non-respect du délai de livraison fixé dans l'acte de vente sur vinciimmobilierforyou.com ou en bureau de vente. C'est ça, les parents. Faut savoir leur parler. France Info. 21h minuit. Frédéric Garbonne. La loi débattue en ce moment à l'Assemblée nationale sera-t-elle réellement efficace pour lutter contre la fraude fiscale ? On en reparle avec nos invités après l'info. Claire Flochel, 22h40. La Maison-Blanche prête à entendre l'accusatrice de Brett Kavanaugh. Le candidat conservateur de Donald Trump à la Cour suprême est accusé de tentative de viol par une femme de 51 ans quand elle était lycéenne au début des années 80. Le président américain déclare qu'il est d'accord pour que ce témoignage retarde un peu les auditions de Brett Kavanaugh par le Sénat. Je suis certain que cela va bien se passer, affirme Donald Trump. Les États-Unis qui sont toujours frappés par Florence. Les vents sont tombés mais la tempête continue de déverser des trombes d'eau sur la Caroline du Nord. De nombreuses régions du sud-est sont inondées. Florence a causé la mort d'au moins 23 personnes et des dégâts qui pourraient se chiffrer en milliards de dollars. Après avoir dévasté le nord des Philippines et Hong Kong, le typhon Mangkhut, qui a fait près de 70 morts, a touché terre en Chine. 3 millions de personnes ont été évacuées selon les autorités chinoises. Et puis en France, le procès de l'assassinat de la richissime héritière monégasque Hélène Pasteur s'est ouvert aujourd'hui devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix. Au total, 10 personnes sont jugées pour leur participation à des degrés divers dans la machination. Son gendre clame son innocence. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa belle-mère pour faire main basse sur la part d'héritage qui devait revenir à sa compagne, la fille d'Hélène Pasteur. France Info. Et nous sommes toujours avec Michel Tally, ancien haut fonctionnaire à Bercy, auteur des coulisses de la politique fiscale, et avec Jacques Fabre, administrateur de l'association Transparency International, pour évoquer cette loi antifraude débattue à l'Assemblée nationale. On a évoqué ce verrou de Bercy, levé ou pas levé, et puis nous disaient nos invités que ça ne réglerait pas forcément la question de qui est vraiment un fraudeur ou pas. Jacques Fabre, de manière générale, il y a la création aussi d'une police fiscale. Vous trouvez que cette loi rendra plus efficace la lutte contre la fraude fiscale ? Non, je ne pense pas que ça rendra forcément plus efficace la lutte contre la fraude fiscale. Le problème étant largement au-delà de la France. Enfin, il y a la France, mais il y a aussi toute la partie internationale. Ça va simplement changer une chose, c'est ça va rendre plus transparent la façon dont des gens en France sont condamnés ou pas pour des raisons fiscales. D'un côté de l'efficacité, c'est pas en faisant sauter le verrou de Bercy en soi qu'on va améliorer forcément l'efficacité, sauf dans certains cas où il y a du fiscal connexe avec du pénal classique. Mais non, mais je parlais de la police fiscale créée également, d'autres engagements pris par Gérald Darmanin. Vous sentez une volonté politique plus forte et du coup... Je pense que le sujet est sur la table et que c'est assez important. Le savoir comment la police fiscale,
qui va fonctionner en même temps que la BGRDF déjà existante. Je ne sais pas comment les deux entités fonctionneront ensemble, donc ça je ne peux pas prévoir l'avenir. La direction de la répression des fraudes. Oui, mais de toute façon, le problème fiscal, il existe en France, dans l'Hexagone, mais il y a aussi une très grande dimension internationale. Donc là, je pense qu'on fait des progrès dans le domaine de la transparence, dans le domaine de l'efficacité de la fraude et de la répression de toute l'ingénierie fiscale qui tend à la fraude. Ça, c'est un autre sujet. Michel Tally, c'est votre avis également, c'est-à-dire que plus de transparence, mais en même temps, la question de la fraude, elle ne se règle pas uniquement par une loi française? De toute façon, sur les grands schémas internationaux, c'est évident qu'on n'a plus à attendre de tout ce que fait l'OCDE depuis des années en matière d'échange de renseignements, en matière de dispositifs anti-abus, que là, effectivement, on est dans la partie de pénalisation en France. Bon, donc c'est un sujet qui est assez distinct. Et coopération européenne. Et coopération européenne plus forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des pays qui ont des législations très différentes sur ces questions-là aussi, j'imagine. On a effectivement un problème d'harmonisation européenne, mais là-dessus, effectivement, on ne fait pas beaucoup de progrès. On n'avance pas beaucoup. Alors, je voudrais qu'on parle d'un aspect de cette loi qui fait beaucoup parler, qui est un peu l'adaptation à des signes des temps et qui concerne les plateformes en ligne, type Airbnb et autres, sur lesquelles s'effectuent beaucoup de transactions qui sans doute échappent aujourd'hui au fisc. Et cela pourrait ne plus être le cas, Claire Chaudière. Pour ramener dans les radars du fisc une économie parallèle aujourd'hui hors d'atteinte et donc identifier ces faux particuliers qui utilisent les plateformes, le gouvernement veut fixer un palier. Au-delà de 3 000 € par an, les données des utilisateurs devront être transmises à l'administration fiscale. Absurde et injuste pour Antoine Joutot, directeur général du site Le Bon Coin. Il est possible pour un Français de réaliser quelques milliers d'euros d'échanges sur une plateforme comme Le Bon Coin. Ça ne veut pas dire qu'il est professionnel. On considère qu'un professionnel est professionnel lorsqu'il fait des échanges récurrents et qu'il en fait son métier. 3 000 € d'échange parce qu'on a vendu un vélo et 4 tables, ça ne veut pas dire qu'on est un professionnel. On risque d'attaquer le pouvoir d'achat de milliers de Français. Insinuer que le gouvernement prévoit de taxer les particuliers est tout simplement mensonger, rétorque Amélie de Montchalin, députée LREM et membre de la commission des finances. Les particuliers ne sont pas taxés. Ça ne veut pas dire qu'aucune information ne peut être connue sur ce qui se passe sur ces plateformes. L'information ne veut pas dire taxation. Une mesure qui ne fait pourtant pas l'unanimité, y compris au sein de la majorité. Un amendement En Marche propose d'exonérer de cette obligation de transmission d'informations les ventes d'occasion entre particuliers et le partage de frais, notamment de covoiturage. On voit débat fort, y compris au sein de la majorité. Michel Tally, est-ce que ce n'est pas un peu toujours le cas avec la politique fiscale? Il faut s'adapter aux évolutions des flux financiers et puis mettre le curseur là où il faut? Alors, ce n'est pas vraiment une question de curseur parce que là, quand j'entends parler de 3 000 € par exemple, il ne s'agit pas de dire qu'on est professionnel au-dessus de 3 000 € ou particulier en dessous. Il s'agit de dire c'est le seuil pour lequel on envoie l'information. Mais ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 3 000, on est forcément un professionnel. Le professionnel, comme ça a été dit dans le reportage, c'est celui qui a une activité habituelle. Alors, ce qui est nouveau avec Internet, c'est qu'autrefois, la frontière était un peu plus claire. C'est-à-dire qu'entre le particulier qui revendait ses propres affaires et puis celui qui faisait de l'achat-revente, il y avait deux mondes différents. Et Internet, finalement, comble le gap entre les deux. Parce que les techniques Internet permettent à un simple particulier d'être en rapport avec des milliers d'autres particuliers et petit à petit, presque sans le vouloir, transformer une activité de particulier en activité professionnelle. C'est ce qu'on voit avec Airbnb, avec la location de logement. On est alors sans le vouloir ou en le sachant parfaitement, mais on est en plein dans ce cas-là. Absolument. Et c'est pour ça que le point crucial, c'est l'information. Et que l'information, il n'y a que la plateforme qui la détient. Et donc, lorsque j'entends dire il faut exonérer de transmission d'informations à un certain nombre de transactions, c'est vraiment, j'allais dire, se moquer du monde, parce que c'est un peu méchant pour ceux qui le disent et qui le proposent. Mais si l'information n'est pas complète, elle ne peut pas être efficace. Ça supposerait que ce soit la plateforme elle-même qui décide à l'avance qui est un particulier et qui ne l'est pas, et je transmets l'information que pour certains d'entre eux. C'est oui, là, pour le coup, on n'aurait rien. Voilà, ou l'information on l'a pas, on le fait pas. On le fait pas, et après, c'est à l'administration de trier et de voir ce qui est habituel, récurrent ou qui ne l'est pas. Jacques Fabre, là aussi, question de transparence, même si on ne joue pas dans la même cour que les grandes fraudes fiscales. Mais là aussi, c'est la question de transparence qui joue.
Ah ben c'est assez intéressant, mais on est en train de dire qu'il y a certaines plateformes qui voudront bien déclarer un certain nombre de choses, mais quand la plateforme sera en Chine et aux Bahamas, je ne sais pas trop comment l'administration française l'obligera à déclarer. Donc le problème n'est pas tout à fait résolu. C'est tous les problèmes d'activité du numérique où le pouvoir hexagonal est un peu faible. Et qui plus est, Michel Tally, ça met un peu peut-être le gouvernement en porte-à-faux avec la Startup Nation. Enfin, on est dans un pouvoir qui dit, ben voilà, c'est très important, il faut investir, ces business-là. Bon, là, on se heurte toujours à la même chose, qui est comment on crée des contraintes à ces sociétés-là. Oui, alors là, c'est tout le débat sur la liberté, société de liberté, et puis, je veux dire, même dans une économie libérale, il y a des règles. Et si, effectivement... Mais on ne cesse de dire, venez en France, à ces sociétés, venez, c'est important, venez chez nous, créons-en. Bon, on n'est pas les seuls à essayer de réglementer, et puis, effectivement... se servir d'une plateforme qui est en France et se servir d'une plateforme qui est en Chine, comme je viens de l'entendre dire, au niveau de la sécurité et des transactions, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, actuellement, en tout cas, les plateformes qui posent problème, elles sont bien en France, elles sont pas ailleurs. Et ça peut être géré ici. Merci infiniment à tous les deux. En tout cas, Michel Tally, je rappelle votre livre « Les coulisses de la politique fiscale », publié chez PUF, et Jacques Fabre, administrateur de l'association Transparency International. Merci d'être venu sur France Info ce soir.